Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense consacré en grande partie cette semaine à deux dates clés. Les 20 ans de l'assassinat de Daniel Pearl, ce journaliste américain qui dira juste avant d'être décapité par ses kidnappeurs djihadistes pakistanais « Mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif ». Et puis nous reviendrons sur les 25 ans du crash des deux hélicoptères militaires israéliens en 1997 qui se dirigeaient vers le sud Liban. 73 soldats et officiers avaient péri. Nous serons sur les lieux de l'accident. On commence avec l'incident qui a conduit l'armée israélienne à enquêter sur la mort de l'américano-palestinien de 80 ans retrouvé mort mi-janvier dans un village proche de Ramallah après avoir été arrêté par l'armée israélienne. Les deux officiers ont été, vous le savez, sanctionnés. Ils ont été démis de leurs fonctions pendant 2 ans et les commandants de bataillon ont reçu un blâme hiérarchique, ce qui va le freiner dans son avancement de carrière. En parallèle, une enquête criminelle a été ouverte. On écoute le chef d'état-major pour qui il n'y a pas d'antinomie entre réussite opérationnelle et respect des valeurs de Tsahal. Le fait qu'ils aient laissé un homme sur le terrain est grave et va à l'encontre de nos valeurs. Il n'y a aucune antinomie entre la réussite d'une mission opérationnelle et le respect des valeurs de Tsahal. Les soldats et les officiers de Tsahal ont pourtant les outils nécessaires pour faire face à cette problématique. Et j'attends des soldats et des officiers de savoir mener à bien leur opération tout en respectant les droits de l'homme et les valeurs de Tsahal. Et mon premier invité, Ilan Lotan, ancien cadre supérieur du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens. Première question, on a vu cette semaine qu'un ancien indique, présenté comme tel, en tout cas par le Hamas, s'est enfui d'une geôle du mouvement terroriste depuis Gaza. Il aurait réussi à rentrer en Israël. C'est digne de la série Fauda. La série Fauda est assez sympathique, la réalité est beaucoup plus complexe. Je n'ai pas l'habitude de commenter des informations publiées par le Hamas. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'Israël a un intérêt à récupérer, le mot est un petit peu fort, mais récupérer une personne qui aurait travaillé pour le pays? Ce n'est pas un secret qu'Israël n'abandonne jamais les personnes qui ont aidé le pays, quel que soit leur pays d'origine et où ils se trouvent. Prenons l'exemple des anciens soldats de l'armée du Sud Liban. L'État d'Israël essaie de tout faire pour aider ceux qui l'ont fait pendant leur service. Mais si jamais malheureusement leur couverture est découverte, cela est déjà arrivé, nous les aidons à se rendre en Israël et les aidons à se réinsérer dans une nouvelle vie. Vous en avez connu certains ou c'est interdit d'en parler? Bien sûr que j'en ai connu. On n'en saura pas plus. Ilan Lotan, on va passer à un autre sujet qui nous intéresse tous les deux parce que votre spécialité aussi c'est le sud d'Israël. 40% des auteurs des violences dans le Negev récemment sont des fils de gros groupements familiales. C'est quoi d'abord le regroupement familial ? Malheureusement, le temps qui nous est imparti est assez court pour entrer en profondeur dans ce qui se passe dans le Negev, dans cette zone de non-droit dans le sud du pays. Le regroupement familial porte bien son nom. Prenons l'exemple d'un arabe israélien qui se marie avec une femme palestinienne d'origine de la bande de Gaza ou des territoires. En vertu de ce mariage, elle a le droit de venir s'installer en Israël. Elle reçoit la nationalité israélienne et devient ainsi une citoyenne israélienne à part entière. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Ce sujet a évolué en 2003 avec la loi sur la citoyenneté et l'entrée sur le territoire proposée par Aryeh Deri, alors ministre de l'Intérieur. Nous avons donc appris, enfin le Shabak a appris qu'une partie des terroristes auteurs d'attentats pendant la deuxième intifada sont des descendants, des enfants de ces fameux rapprochements familiaux. C'est une problématique particulièrement complexe avec un risque sécuritaire concret et bien au-delà. Et pour répondre à votre question, en effet, le chef du Shabak, les renseignements intérieurs, Ronen Bar, a révélé que 40% des personnes arrêtées récemment pour des violences dans le Negev sont issues de ces regroupements familiaux. C'est ici la source du problème, l'un de ceux qui existent dans le désert. Le tiers des habitants du Negev est issu de ces regroupements familiaux. Des familles d'origine palestinienne, mais dont la deuxième voire troisième génération est israélienne. Une femme palestinienne s'est par exemple mariée avec un bédouin israélien. Ses frères vivent à Gaza et les cousins restent en contact. Un autre exemple, la ville d'Omer, dans le Negev, se trouve en face de la ville bédouine de Tel Sheva. Sur place vivent les deux sœurs d'Ismaël Haniyeh. Plus besoin de le présenter. Donc les fils de ces femmes ont pour oncle le leader du Hamas.
Au cours des opérations Bordure Protectrice et Gardiens du Mur, ces mêmes enfants ont discuté en temps réel par téléphone ou sur les réseaux sociaux avec leurs cousins qui sont terroristes actifs du Hamas à Rafiyah. C'est avec cette idéologie qu'ils grandissent. J'aimerais comprendre, ça veut dire que le neveu d'Ismaël Haniyeh a le droit, potentiellement, puisqu'il habite en Israël, de parler à son oncle et de parler de l'idéologie du Hamas en plein cœur d'Israël. Mais oui, c'est ça, on parle de deux cousins germains, d'un neveu avec son oncle du premier degré. On ne parle pas d'un oncle avec qui il n'a jamais conversé. Pas besoin d'excuses pour se parler par téléphone via des plateformes sociales ou sur des messageries instantanées. Ce sont des cousins germains ou des neveux du leader du Hamas. Et il y a parfois bien pire. Ces relations mènent certains à planifier des attaques terroristes. Prenons l'exemple de Hana Abou Edra, qui vit en Israël. Son père est un bédouin israélien, sa mère vit dans la bande de Gaza. Aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, il s'est marié avec une fille de la bande de Gaza. En vertu de ce mariage, il a le droit d'entrer et de sortir régulièrement de Gaza. Au cours d'un séjour sur place, il a été recruté par le Hamas pour du renseignement et cartographier la position des batteries du système d'hommes de fer. Il a été arrêté par le Shabak en février 2021, il y a quasiment un an, et a reconnu les faits. C'est un exemple parmi tant d'autres des menaces qui pèsent sur Israël. Ça sera ma dernière question. C'est sans fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui le Shabak ou l'État pour y mettre fin? Tout d'abord, il faut durcir cette loi sur la citoyenneté et l'entrée sur le territoire. Mais est-ce que cela va régler le problème de manière durable? Je ne le pense pas. Et nous n'avons pas le temps d'en parler trop longuement. C'est un des problèmes qui persistent dans le Negev, de ce que j'appelle la palestinisation de la région, en raison donc de ces regroupements familiaux et d'autres problèmes dont il faudrait parler dans d'autres circonstances. Mais l'État d'Israël doit prendre une décision. Et peut-être que les mots que je vais employer ne vont pas plaire, mais il faut reconquérir le Negev, réinstaller une gouvernance solide, ramener une force de dissuasion avec de meilleures infrastructures et un meilleur système d'éducation, appliquer en quelque sorte la carotte et le bâton. Il n'y a aujourd'hui aucun leader dans la communauté bédouine avec qui parler. Il n'y a plus de chair comme auparavant capable de faire passer un message et sur qui les autorités peuvent compter. Si nous ne réglons pas le problème maintenant, le problème risque d'être insoluble dans une dizaine d'années. Merci. Il a noté un ancien cadre du Shabak. La prochaine fois, on sera ensemble, peut-être une idée d'émission dans le Negev, pourquoi pas, pour en parler. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous. C'était il y a 20 ans, le journaliste américain Daniel Pearl était kidnappé, égorgé et décapité au Pakistan par des membres d'Al-Qaïda. 20 ans de ce sinistre incident, résumé par Océane Nicole, on en parle juste après. Ce n'était pas son premier voyage à Karachi au Pakistan, mais il sera malheureusement son dernier. Le 16 janvier 2002, Daniel Pearl foule le sol pakistanais. Ce journaliste américain est alors en poste en Inde pour The Wall Street Journal. Il enquête alors sur les réseaux islamistes très implantés à Karachi et les liens avec Al-Qaïda, l'organisation d'Oussama Ben Laden, connue quelques mois avant après les attentats du 11 septembre. Le 23 janvier, Daniel Pearl doit s'entretenir avec un chef islamiste, mais le journaliste de 38 ans est enlevé près de cet hôtel métropole. Ses ravisseurs, des activistes du mouvement national pour la restauration de la souveraineté pakistanaise, dirigé par le djihadiste Omar Sher. L'organisation terroriste assure que Daniel Pearl est un espion. Il réclame alors aux États-Unis une rançon ainsi que la libération de plusieurs détenus pakistanais et la reprise de la vente de F-16 au gouvernement pakistanais. Aucune réponse de Washington. Daniel Pearl est égorgé puis décapité 9 jours plus tard. Sa mort sera filmée par les ravisseurs et envoyée au consulat américain. On peut entendre la dernière phrase prononcée par le journaliste américain « Mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif ». Son corps sera retrouvé en plusieurs morceaux quelques mois plus tard. Il sera transféré aux États-Unis pour être enterré au cimetière du Mont Sinaï à Los Angeles. La même année, Omar Sher est reconnu coupable du meurtre du journaliste. Il sera condamné à mort mais finalement emprisonné. L'année dernière, la Cour suprême du Pakistan a acquitté l'extrémiste, ordonnant même sa libération immédiate, ainsi que celle de 3 complices présumés. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Nour Dari. Vous êtes un expert anti-terroriste et également vous êtes originaire du Pakistan. Nour, quel rôle a
réalisé l'unité de renseignement pakistanaise dans cette prise d'otage et de l'assassinat de Daniel Pearl? Bonsoir Mathias et merci beaucoup de m'avoir invité. Le problème qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque, les services secrets pakistanais ne jouaient pas encore un rôle proactif. En effet, les hommes qui ont kidnappé Daniel Pearl appartenaient à l'organisation terroriste nationale Jaish-e-Mohammed, JEM, qui était financée par une agence de renseignement pakistanaise. J'ai pu m'entretenir avec des sources en interne qui m'ont affirmé qu'avant même que Daniel Pearl ne rencontre Charles Reid au Pakistan, sa tête avait déjà été mise à prix par les services secrets pakistanais qui avaient déclaré que c'était un agent du Mossad et que les organisations terroristes JEM et Al-Qaïda devaient le tuer immédiatement lors d'une opération conjointe. C'est pour cela que les kidnappeurs n'ont jamais été sous les projecteurs. Cheikh Omar appartenait déjà au JEM et il était déjà en garde à vue. Il travaillait pour eux depuis l'endroit où il était détenu. Le président Pervez Musharraf a déclaré en 2007 que le cerveau de l'opération aurait pu être un agent double du MI6, les services de renseignement extérieurs britanniques. Est-ce qu'on a plus de renseignements à ce sujet? C'est possible, ça aurait pu être vrai. Il y avait des preuves. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, Oussama Ben Laden travaillait pour la CIA. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que c'était quelqu'un de bien? Non. Cheikh Omar travaillait pour la CIA au Pakistan, mais c'est quand même lui qui a planifié et dirigé l'attentat de Bombay de 2008 à distance. Il était à la prison d'Hyderabad au Pakistan et il a organisé cet attentat en Inde depuis sa cellule, par ordinateur et grâce à un réseau téléphone satellite. Donc Cheikh Omar était un agent de la CIA et donc la Cour suprême a déclaré qu'il n'était coupable de rien, d'aucun meurtre. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message que le Pakistan envoie au monde? Il a été innocenté, mais il a organisé des attentats pendant qu'il était en prison. Donc oui, c'est un agent de la CIA, mais il n'est pas innocent. Nondari, Cheikh Omar a été finalement acquitté. Est-ce que pour vous, d'origine pakistanaise, c'est une tache indélébile sur l'histoire du Pakistan? C'est un caillot de sang parmi tant d'autres au Pakistan. Personne n'en a rien à faire. Le Pakistan est la seule usine qui engendre des extrémistes et des terroristes djihadistes. Et il n'y a pas que Cheikh Omar. Regardez toutes les arrestations qu'il y a eu. Sheikh Ramzi Sheikh, les terroristes de l'attentat de 1994, Oussama Ben Laden. Alors oui, c'est un caillot de sang pour le pays. Et la communauté internationale ne fait plus confiance au Pakistan. Ça sera ma dernière question. Pensez-vous qu'une opération commune ou conjointe de la CIA et du Mossad doit avoir lieu justement au Pakistan pour rechercher, traquer le Cheikh Omar, comme cela a été fait par les hommes du Mossad après les attentats de Munich en 1972, pour traquer eux aussi les responsables? Non, la différence, c'est que le Pakistan est un État souverain et un membre de l'ONU. Et aucun État membre des Nations Unies ne peut attaquer ou mener une opération secrète dans un autre État membre. Ces opérations ont été menées par la CIA et le Mossad contre les terroristes. Le Mossad agit en Syrie, en Iran et au Liban contre l'organisation terroriste du Hezbollah. Et la CIA a mené des opérations contre Oussama Ben Laden au Pakistan. Mais ils ne peuvent pas perpétrer d'attentats sans la coopération des renseignements pakistanais sur le sol pakistanais. Quand Daniel Pearl a été kidnappé, personne n'a su qui était derrière cet enlèvement, car officiellement, le Pakistan collabore avec la CIA. Mais tout le monde sait que c'est le Pakistan qui est responsable. Donc non, le Mossad et la CIA ne peuvent mener aucune opération secrète dans un État souverain membre de l'ONU. Merci Nondari. Merci. Et nous nous retrouvons à la frontière avec le Liban pour la dernière partie de cette émission Défense avec vous, Océane, sur l'un des épisodes les plus marquants de l'armée israélienne, l'une des tragédies, le crash des 2 hélicoptères où nous sommes.
Eh bien écoutez, ça s'est passé il y a 25 ans ici, donc c'était le 4 février 1997. 2 hélicoptères donc de l'armée israélienne, de l'unité Nahal et Golani, décollent de la base aérienne de Tel Nof, ça se situe dans le sud d'Israël, direction cette fois le sud du Liban. On explique d'ailleurs un petit peu le contexte. On est entre 2 guerres du Liban et à cette époque il y a une espèce de zone tampon, une zone de sécurité justement dans le sud du Liban où il y a à la fois l'armée du Liban sud alliée à l'armée israélienne et ensemble ils combattent le Hezbollah. C'est pourquoi d'ailleurs à cette époque il y avait des postes, des avant-postes de Tsahal justement dans le sud du Liban. C'est donc ces avant-postes. Parce que là effectivement nous sommes complètement entourés du Liban, nous sommes à la frontière. Tout à fait, et c'est justement dans cette direction que se dirigeaient donc ces 2 hélicoptères le 4 février 1997. D'ailleurs normalement le décollage aurait dû se faire la veille, le 3 février, mais il y a eu des conditions météorologiques extrêmement compliquées, donc ça a été repoussé d'une journée. Nous sommes le 4, le matin les conditions sont encore très compliquées, il y a beaucoup de neige, beaucoup de brouillard. Finalement dans l'après-midi ça se dégage un petit peu, donc les 2 hélicoptères de Tsahal sont autorisés à décoller et on est peu avant 19 h. Ils se rapprochent de la frontière avec le Liban et ils demandent l'autorisation de pouvoir traverser en toute sécurité la frontière donc avec le Liban. Ils auront la réponse que quelques longues minutes plus tard, des minutes pendant lesquelles ils planent au-dessus de cette zone dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Finalement, peu avant 19 h, ils ont l'approbation de Tsahal. 3 minutes plus tard, 3 minutes après l'approbation, ils disparaissent tous les 2 des radars et pour cause, ils viennent d'entrer en collision et ils se sont justement écrasés ici dans ce kibbutz. Exactement là où nous sommes, au kibbutz Shaarei Yeshuv. Combien de victimes ? Malheureusement, il n'y aura aucun survivant, 73 victimes. On parle de soldats qui commençaient leur service militaire. Ce sont donc des jeunes hommes qui ont à peine 20 ans et évidemment ça va complètement bouleverser l'armée israélienne, bouleverser aussi tout un pays, bouleverser aussi les habitants. Vous voyez d'ailleurs autour de nous, ils ont un mémorial qui a donc été créé. Il y a 73 rochers qui sont aussi écrits dans l'eau. 73 noms, tout à fait, 73 rochers pour justement se souvenir de ces 73 victimes. On a d'ailleurs pu s'entretenir avec la mère d'une de ces victimes. C'était mort donc dans cette tragédie, cet accident d'hélicoptère. Donc il y a donc 25 ans. Regardez. Mon fils me disait « Je sais maman que tu vas être inquiète, que tu ne vas pas dormir la nuit, mais je suis heureux. Je ne ressens pas de colère, au contraire, nous sommes très proches de l'armée israélienne, y compris au cours de cérémonies en hommage à nos enfants. Je suis également très proche des commandants de Nir avec qui je suis jusqu'à aujourd'hui en contact. Mais il est évident que j'ai raté quelque chose, un sentiment de n'avoir pas vu grandir et vivre avec cet enfant qui aimait la vie. Et je ne sais pas où il serait aujourd'hui. J'ai toujours ce sentiment de manque, de cet enfant qui n'est plus là. Mais il est encore très présent dans la famille autour des histoires que nous racontons sur lui. Colonel de réserve Kobi Marom, merci d'être notre invité. Vous étiez commandant de brigade à l'époque, au moment des faits, au moment de cette tragédie des hélicoptères. L'une des mères que nous avons interrogées a dit qu'elle ne ressentait pas de la colère. Est-ce que c'est également votre ressenti ? Vous savez, Mathias, c'est dans cet endroit très pastoral que nous avons perdu il y a 25 ans 73 soldats et officiers au cours du crash de 2 hélicoptères en direction du sud Liban. J'étais à l'époque commandant de brigade, responsable de toute la frontière orientale avec le Liban. Et en tant qu'officier, je peux vous dire que cela a été la nuit la plus difficile de ma vie. Il n'y a pas d'académie militaire en Israël ou au monde qui puisse vous apprendre en tant que personne ou officier comment gérer un tel incident. Vous perdez autant de soldats en un seul instant. Un incident qui va en plus affecter la lutte contre le Hezbollah. Pourquoi utilisions-nous des hélicoptères pour transporter nos soldats en direction du sud Liban ? Eh bien parce que la technique du Hezbollah, c'était d'attaquer nos convois au sol par des dispositifs explosifs le long des routes qui nous amenaient vers nos positions avancées dans la zone tampon. Nous pensions ainsi qu'il était plus sûr de transporter nos soldats la nuit, par hélicoptère. Il n'y avait rien de spécial au cours de ces vols. Les pilotes des appareils connaissaient la route. Et juste au-dessus de nos têtes, lorsque ces pilotes ont reçu l'autorisation de vol, ils ont éteint leur feu de position. Mais la communication entre eux était catastrophique. Ils se sont crashés juste ici, là où nous sommes. Est-ce que vous vous souvenez exactement de l'endroit où vous étiez au moment des faits ?
J'étais à 5 minutes de là, dans un kibboutz de la région, dans le village de Kfar Giladi. Et d'ailleurs, ma famille vivait dans le secteur. Ma femme a entendu le bruit de l'explosion. Elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde que ce qu'elle avait entendu à quelques mètres de notre maison, c'était le crash de 2 hélicoptères militaires transporteurs de troupes. Il m'a fallu 5 minutes pour me rendre sur place, pour gérer l'incident et donner les premiers ordres pour contrôler la scène. Je ne pensais qu'à une seule chose, être capable de donner les premiers soins aux blessés et d'évacuer par hélicoptère les blessés les plus graves. Mais au terme d'une trentaine de minutes, j'ai compris qu'il n'y avait aucun survivant. Je venais de comprendre que le lendemain serait un jour différent dans ma vie, de celle de l'armée, de la région. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous arrivez sur place, vous parlez avec qui? Avec le général du front? Non, avec le chef d'état-major? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? En tant que commandant qui était contraint d'agir et de gérer l'incident à ce moment, je n'avais pas le droit de m'arrêter pour penser. Vous devez agir et donner des ordres, faire en sorte que tous les secouristes puissent arriver sur place le plus rapidement possible. C'était une scène de chaos où beaucoup de gens voulaient savoir ce qui se passait. Et c'était aussi mon propre défi, contrôler la zone et ne permettre uniquement qu'au personnel médical de gérer la scène et de voir s'il pouvait éventuellement sauver certains blessés parmi les soldats. Mais en même temps, colonel Kobi Maron, au moment où vous devez gérer cette scène, cette tragédie, il y a toujours l'ennemi du Hezbollah qui combat les soldats israéliens. Oui, vous avez raison, c'était le moment le plus complexe de ma carrière militaire. C'était un vrai défi pour moi et mon leadership en tant que commandant de brigade. Je savais que le Hezbollah allait se servir de cette tragédie pour attaquer nos positions. Et le mouvement terroriste savait que nous avions pris un coup au moral en perdant 73 soldats et officiers. L'année 1997 a d'ailleurs été une année terrible en termes de pertes humaines dans nos rangs. Nous avons perdu dans d'autres incidents plus d'une centaine de soldats et officiers cette année-là. Et cela a entraîné une série de manifestations dans tout le pays. Comme vous le savez déjà, le mouvement des 4 mers a fait tout ce qu'il pouvait pour convaincre le gouvernement de se retirer du Sud-Liban. Et je pense que lorsque nous regardons en arrière le cours de l'histoire, leur mouvement de protestation a influencé le gouvernement, l'opinion publique et les leaders politiques de l'époque. C'est ce qui a conduit Ehud Barak à s'engager et à se retirer du Sud-Liban s'il était élu. Sur le plan de la sécurité nationale, je pense que cet incident a été le déclencheur de ce départ du Sud-Liban 3 ans plus tard. Mathias, je doute que l'armée se serait retirée de la zone sans ce tragique accident en 1997. Et je pense sincèrement qu'il faut donner plus de crédit à cette décision d'Ehud Barak de sortir de manière unilatérale du Sud-Liban, et ce contre l'avis de l'état-major qui s'opposait à cette décision, en affirmant que cela aurait des conséquences stratégiques sans la présence de nos troupes sur la frontière internationale. Et 25 ans après, vous dites qu'Israël est sorti du Sud-Liban, mais en même temps, pour quel prix? C'est-à-dire que le Hezbollah est toujours aux portes d'Israël, Israël est sorti de la bande de Gaza et il y a toujours le Hamas à l'intérieur. Les rebelles houthis pro-iraniens visent les Émirats au moment où le président Herzog est sur place. Alors pour quel prix finalement? Avant de répondre à votre question, j'aimerais partager ce que je retiens de cette nuit, celle du 4 février 1997. Tout d'abord, c'est l'incroyable qualité de nos soldats et officiers dans nos unités combattantes. Ce sont ces mêmes soldats qui étaient déployés dans nos positions avancées au Sud-Liban, au château de Beaufort par exemple, qui la veille avaient perdu leurs amis les plus proches, leurs frères d'armes. Mais ils ont continué à lutter bravement contre le Hezbollah, à patrouiller et à opérer, parce que nous n'avions pas d'autre choix. J'étais très fier de mes soldats et des officiers. Vous savez, on m'a proposé un suivi psychologique, mais je leur ai répondu qu'il n'en était pas question. Dans ce contexte de lutte contre le Hezbollah, le meilleur remède, c'était de rester soudés, unis, d'opérer ensemble. Puis j'aimerais avoir aussi une pensée pour les familles des soldats victimes de cet accident. Elles font partie aujourd'hui de ma propre famille et je me suis engagé à rester à leur côté jusqu'à la fin de mes jours. Et pour répondre à votre question, nous luttons contre le Hezbollah depuis des années. Et pour être clair, l'Iran reste la menace la plus concrète via ses proxys. Le Hezbollah s'est déployé au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak. Et la principale leçon que nous avons retenue du passé, c'est que nous devons être plus déterminés face au Hezbollah. Tout cela va dépendre du résultat des négociations à Vienne. Si un nouvel accord est signé, une somme d'argent non négligeable va affluer dans les caisses de l'Iran et donc du Hezbollah.
Ce qui me pousse à dire que c'est une question de temps avant que le dispositif de roquettes du mouvement, construit depuis des années par l'Iran, ne soit utilisé. Et ça sera ma dernière question, colonel Kobi Marom. Pourquoi Israël ne dit pas les mots? L'Iran, clairement, a visé le président Herzog au moment où il était en visite officielle aux Émirats. En tant qu'expert, je sais que les Iraniens ont ordonné le tir de missiles des rebelles Houthis en direction des Émirats, où se trouvait le président de l'État d'Israël. Les Iraniens voulaient clairement embarrasser les Émirats et Israël. Ils ont attaqué récemment les bases américaines en Irak et d'autres cibles il y a quelques semaines. Les Iraniens cherchent à tout prix à faire monter la pression pendant que les Occidentaux négocient à Vienne. Mais Israël en est clairement conscient. L'Iran est et restera la principale menace d'Israël dans la région. Nous avons besoin d'influer sur l'opinion internationale et d'avoir une stratégie commune contre l'Iran. À Gaza, au Liban, en Syrie, jusqu'en Irak. Et même si Israël coopère sur cette problématique avec certains pays sunnites, je ne vois pas quel autre pays pourrait lutter contre l'Iran. C'est un problème qu'Israël doit gérer seul. Je ne vois même pas les États-Unis lutter à nos côtés. C'est le devoir d'Israël de lutter contre l'Iran en renforçant ce pouvoir de dissuasion dans la région. Merci, colonel de réserve Kobi Marom. Je rappelle que vous étiez commandant de brigade au moment des faits, au moment de cette tragédie des 25 ans du crash des hélicoptères. Merci à vous. 25 ans après la tragédie des 2 hélicoptères, comme on vient de l'entendre, le Hezbollah est toujours aux portes d'Israël et pourtant Israël n'est plus au sud Liban. Israël est également sorti de la bande de Gaza et pourtant le Hamas continue de combattre l'armée israélienne et les civils israéliens. Ils font compter désormais également avec les rebelles houthis yéménites pro-iraniens. Et donc on l'aura bien compris avec un dénominateur commun, l'Iran. Bonne semaine à tous sur i24 News.